ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et suis très heureux de retrouver, 1 an et demi après, une invitée qui avait ému beaucoup d'auditeurs. Hélène Machelon, bonjour. Bonjour Guillaume. Hélène Machelon, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Il y a 1 an et demi, effectivement, nous nous étions rencontrés à l'occasion de la sortie de votre livre témoignage, Envolé, dans lequel vous racontez votre expérience de mère après avoir vécu le deuil de votre enfant, victime d'une maladie génétique. Cette année, vous publiez Flagrant déni. Cette fois, ce n'est pas un témoignage, c'est un roman, c'est important de le préciser. Et quand nous avons échangé il y a quelques semaines, vous m'avez dit le sujet de ce roman n'est peut-être pas destiné aux auditeurs de ZTO. J'ai quand même reçu le livre, je l'ai lu. Je ne doute pas un instant que ce roman est destiné à un grand public, donc ça inclut aussi le public de ZTO, même s'il traite d'un sujet très spécifique, puisque c'est le sujet du déni de grossesse, qu'on appelle aussi la grossesse invisible. Alors, pourquoi, Hélène, avez-vous choisi ce sujet, justement, qui est si rare ? Oui, vous voyez, j'ai pensé à tort que le sujet pourrait ne pas vous intéresser, mais en pensant que peut-être le sujet était trop intimiste, trop proche du corps et très personnel. Mais finalement, c'est un éditeur qui l'a porté et qui l'a choisi pour le faire vivre. Oui, et puis le livre est sorti au début de l'année oui. et il marche très bien, hein. Il marche, oui. Ouais, non, il y a des distinctions. Il y a le Figaro littéraire en a parlé, des magazines. Non, il marche très bien. Et il traite donc d'un sujet. Alors, effectivement, certains auditeurs peuvent se dire, bon, c'est pas un sujet pour moi, mais vous allez voir. En fait, ça traite de toutes les relations affectives et les relations familiales. Ça traite des questions de sexualité entre parents et enfants. Donc, c'est vraiment un sujet beaucoup plus large. Mais évidemment, on va aborder ce sujet d'abord du déni de grossesse, qu'on appelle aussi la grossesse invisible. Vous vouliez mettre ce sujet en lumière ? Voilà, en fait, c'est venu d'une conversation au cours d'un déjeuner avec une sage-femme. Et elle m'expliquait que lorsque la jeune fille est arrivée à l'hôpital, elle avait un corps comme toutes les jeunes filles de 17 ans. Elle expliquait un cas précis. En fait, le déni de grossesse, c'est un cas d'école. Et au moment où cette jeune fille sort du déni, en moins d'1 heure, son corps s'est transformé en un corps qui allait accoucher de femme de 9 mois. Et à la fin de cette conversation, je me suis dit, c'est quand même gros, est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Et j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet pour comprendre déjà d'un point de vue scientifique et médical ce phénomène. Et ensuite, j'ai été complètement affligée par le regard que portaient les gens sur ces femmes qui étaient considérées comme soit des écervelées, soit des menteuses, soit des folles. Et donc, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans les investigations pour comprendre. Et après, je me suis vraiment passionnée sur ce dont est capable de faire le cerveau. Le cerveau et le corps qui se liguent pour en fait protéger la mère et l'enfant. Parce qu'en fait, le déni de grossesse, c'est une protection. Le corps se met en warning, on va dire, pour protéger la mère et l'enfant. Et il y a beaucoup de cas de déni de grossesse. Alors non, il y en a assez peu. Il faut distinguer le déni de grossesse partiel, c'est-à-dire une jeune femme ou une femme à 6 mois de grossesse se réveille en disant « je suis enceinte », et le cas du déni de grossesse total, qui est une femme arrive à l'hôpital, elle pense qu'elle a l'appendicite ou des calculs rénaux, je ne sais pas, et elle est en train d'accoucher. C'est exactement le cas de Juliette dans votre roman. Exactement. C'est le cas que vous avez choisi. Oui. Et là, c'est vraiment au tout dernier moment. Ouais. C'est 500 cas en France par an. 500 cas par an. Voilà. Alors, quelle est la définition en quelque... Vous venez de le dire, le déni de grossesse, on appelle ça aussi la grossesse invisible. Alors, c'est à partir du moment où une femme porte un enfant et qu'elle ne le sait pas, qu'elle n'a pas conscience qu'elle porte la vie. Il faut savoir donc que le corps et le cerveau se liguent et que le corps impose à l'enfant de se cacher. Donc, techniquement,
Oui, parce que les auditeurs vont rester incrédules en disant comment une femme peut être enceinte de 9 mois et ne pas le savoir. En fait, l'enfant... Oui, parce qu'il doit avoir quand même des manifestations, des retards biologiques ou des absences de règles, et des choses comme ça. Alors, je vous explique. En fait, le bébé se loge droit le long de la colonne vertébrale, très loin derrière la ceinture abdominale. Dans tous les cas ? Dans tous les cas. D'accord. Donc, en fait, la femme a peut-être pris 2-3 kilos, mais en fait, 2-3 kilos ne font pas qu'on est enceinte. Donc, il se loge droit le long de la colonne vertébrale. Ce sont parfois des femmes qui sont sous contraceptifs. Ce ne sont pas forcément des mères débutantes. Elles peuvent avoir déjà 3 enfants et ne pas s'être rendues compte qu'elles étaient enceintes. Et au moment où, à l'hôpital, l'enfant est trouvé, souvent au moment de faire l'échographie, il faut souvent aller le chercher loin, même pour le médecin, il faut aller le chercher. L'enfant est démasqué, il sort de sa cachette, il glisse le long de la colonne vertébrale et vient se positionner dans sa position naturelle, qui est devant la ceinture abdominale. Et donc, en quelques minutes presque, moins d'1 heure, elle a un ventre d'une femme de 9 mois. Alors, c'est pas autobiographique, c'est un roman, bien pour le préciser, parce que vous aviez témoigné dans le premier livre. On va parler d'un 3e livre, d'ailleurs, peut-être en fin d'émission, si vous le voulez bien, qui est en cours. Juliette, donc c'est l'héroïne, c'est le personnage principal donc de ce livre, Flagrant déni. C'est pourtant pas une délurée. Vous dites même, c'est une sainte nitouche. On la prend c'est une enfant plutôt sage. C'est une adolescente de 17 ans, brillante, qui se prépare à rentrer dans une des meilleures prépas. Oui, en fait, Juliette, après, c'était très important pour moi d'avoir un personnage brillant, justement pour casser le cliché de l'écervelée qui s'est fait avoir, en fait. Elle a un avenir tout tracé, elle rentre dans une prépa, elle est très, très heureuse de quitter sa famille pour aller à Paris. Et belle famille, on va en parler de la famille, mais une belle cellule familiale. Donc, psychologiquement, Juliette est déjà une jeune fille qui a la naïveté de penser que rien ne peut lui arriver. Elle a une forme aussi de toute puissance. Elle est assez insupportable en famille. D'ailleurs, elle pense que vraiment, quoi qu'il arrive, ça marchera. Et au moment où justement elle accouche, pour elle, vraiment, cette grossesse est juste impossible, en fait. Elle est tellement impossible qu'elle la balaye et qu'à aucun moment, elle n'a écouté son corps. Alors, il y a une cellule familiale qui va être très secouée, c'est un vrai coup de tonnerre, qui va affronter l'épreuve avec les qualités et les défauts de chacun. Juliette, comment est-ce que dans son cas précis, vous pouvez expliquer son déni de grossesse ? Comment est-ce que, en fait, elle peut arriver le jour même ? Enfin, c'est la nuit, c'est le matin même, je crois, elle va accoucher quelques heures plus tard, où tout d'un coup on pense que c'est l'appendicite, elle a des violences, elle a des douleurs très violentes dans le ventre. Je crois vraiment que ça ne s'explique pas, en fait. La grossesse est tellement impossible que le corps a endormi, et dans certains cas vraiment encore poussé, de déni de grossesse très très puissant, le corps va jusqu'à endormir les douleurs de l'accouchement. Donc en fait, c'est le corps. Elle peut pas être coupable de ne pas avoir vu quelque chose qui était invisible finalement. Donc je pense qu'il y a une forme peut-être de naïveté et à la fois de surpuissance. C'est complexe. Alors, on va pas révéler, on va veiller pendant cet entretien de ne pas révéler, parce qu'il y a un vrai suspense dans votre livre. On va pas révéler le déroulement et la fin du livre. Mais effectivement, vous l'avez dit, Hélène, à la naissance de cet enfant, c'est un garçon, c'est un rejet total. Elle va refuser de l'accueillir. Elle a une manifestation de colère et de haine très intense. Est-ce que c'est toujours le cas comme ça ? Souvent. En fait, évidemment, comment accouche-t-on lorsqu'on n'est pas enceinte ? Donc, j'ai voulu traiter de ce ressenti naturel. Un enfant tombe du ciel pour une jeune fille qui partait. En plus, une enfant de 17 ans qui est très heureuse parce que dans quelques mois, elle va être libre. Voilà, et qui prépare son avenir, qui quitte la famille. Et en fait, oui, le premier sentiment, c'est le monstrueux et le rejet de l'enfant. Après. Et parce qu'en fait, son corps ne lui appartient plus, il faut qu'elle réapprenne à aimer ce corps qui porte les stigmates de la naissance, les cicatrices de la naissance. Et puis, elle a ce sentiment quand même qu'il s'est ligué contre elle et qu'on lui a fait finalement un bébé dans le dos. Alors, c'est une situation
très compliqué pour le coup dans sa famille, avec sa mère, avec son père, qui évidemment ne savait rien et qui pensait que Juliette était une jeune fille sage et probablement qu'elle n'avait pas eu d'aventure sentimentale. Sa mère avait peut-être des doutes sur une période et elle avait sans doute raison. Votre livre, il s'adresse donc aux mères, aux pères, aux adolescents. Il aborde ce sujet de la vie sexuelle des adolescents. C'est une vie cachée souvent aux parents et qui ici est révélée de façon explosive. C'est le cœur, c'est un des cœurs du livre. Exactement. Je pense au père notamment qui est d'une pudeur très très forte, Raphaël, qui considère en fait que toutes ces histoires de sexualité, de corps appartiennent aux femmes et que lui au départ n'est pas concerné par tout ça. Et après il vit aussi dans la souffrance du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire que vont penser, parce qu'ils vivent dans un petit lotissement, et que vont penser les voisins, que vont dire ses amis, ses autres pères. C'est reconnaître en fait que sa fille n'est plus pure, qu'elle a été touchée, et qu'en plus de cela, elle a porté un enfant d'un homme qui ne lui n'identifie même pas. Donc c'est la sexualité, mais c'est surtout la pudeur, en fait, de réaliser qu'un jour, sa fille n'est plus vierge. La mère, elle, Agnès, se doute. Elle a bien vu à un certain moment de l'année que sa fille découchait. Et donc, elle s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Mais elle avait évidemment pas pensé que c'était allé aussi loin. Pour Agnès, c'est différent. Elle porte en elle la culpabilité de celle qui n'a pas vu, qui n'a pas su protéger son enfant. Parce qu'en fait, le déni, dans cette famille, ce n'est pas que Juliette qui fait un déni. Il y a toute la famille a fait un déni. Et donc, il faut sortir de ce déni pour se réapproprier la famille et recréer une cellule forte autour de Juliette. La relation entre Juliette et sa mère est difficile. Est très difficile. Et depuis longtemps. Depuis toujours. Parce qu'en fait, Juliette n'est pas satisfaite de sa mère. Agnès est une mère au foyer qui est heureuse d'être mère au foyer, qui sa seule ambition est d'être là pour sa famille. Et pour Juliette, ça ne lui suffit pas. Elle voudrait une héroïne, une star. Elle voudrait une star. Elle voudrait une avocate des causes perdues. Elle voudrait une anthropologue. Elle voudrait une femme médecin urgentiste. En fait, voilà. Et donc, sa mère, qui a l'ambition d'être là pour les siens, ça ne lui suffit pas. Elle n'arrive pas à être fière de sa mère. Donc, la relation entre elles est très, très dure. Comment vous-même, alors, Hélène, qui êtes mère de 3 enfants, 3 grands enfants, déjà, enfin, grands adolescents, en quelque sorte. Alors, il y a 19, 15 et... 8. Ah oui, donc il y a un petit peu toutes les gammes d'âge. Comment vous avez revécu votre relation maternelle et même la relation de couple en écrivant ce livre ? Alors, justement, la question de la sexualité avec ses enfants, c'est quelque chose de difficile. J'ai pas d'autre mot qui vient, même si c'est un peu... Je pense qu'il a été beaucoup plus facile d'écrire la sexualité de Juliette dans un roman et de pouvoir parler de façon crue avec des scènes d'accouchement, avec voilà. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile que de parler de sexualité avec mes propres enfants, ça c'est sûr. On voudrait être au plus proche, mais il y a quand même cette notion de pudeur très forte. Et chaque parent a une mission, et pourtant... Est-ce que vous avez réussi à leur faire lire, par exemple, le livre ? Non. Non ? Ils n'ont pas envie ou... Alors, mon grand a commencé, et je pense qu'il a été peut-être gêné de ce qu'il lisait. Oui. Et ma fille, pas encore. On attend encore un petit peu. Une fille de 15 ans. Oui, j'attendrai peut-être... encore 2 ans. Et est-ce que ça a changé quelque chose, même dans votre propre manière d'aborder la question de la sexualité avec eux ? Alors avec ma fille, mais c'est vrai qu'avec mon fils, c'est beaucoup plus difficile. Ce serait plus le rôle de votre mari, c'est vrai ? Je le pense oui et non, en fait. Je pense que oui, j'ai envie de dire oui, et pourtant, non. Il faudrait aussi que j'arrive à en parler de façon assez naturelle avec mon fils. Mais ça veut dire quoi, parler de sexualité à ses enfants ? C'est aller au-devant ? Je pense qu'il faut aller au-devant, oui. C'est pas attendre qu'ils posent des questions, parce qu'ils peuvent ne jamais poser de questions. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec mon fils. Sachant que les questions ne venaient pas, on a peut-être laissé couler en se disant, voilà, quand il sera prêt, il nous en parlera. Et en fait, il ne nous en a jamais parlé. Donc c'est vrai qu'avec ma fille, pour moi, c'est plus facile de prendre les devants, parce qu'en fait, la sexualité vient beaucoup plus tôt
avec l'apparition des règles, avec les transformations du corps. Donc du coup, cette relation mère-fille dans la sexualité se fait peut-être de façon plus naturelle qu'avec un garçon. Alors ce livre, on le lit, alors ça ne touche pas, je le disais tout à l'heure, que les cas de grossesse invisible. C'est vraiment, on se sent tous touchés en tant que parents. Vous rentrez beaucoup aussi dans la psychologie de l'adolescent, parce que Juliette est une adolescente de 17 ans, et on va essayer de pas dire comment se déroule le livre, surtout que vraiment on s'y attend pas. Hein. Moi, je savais pas du tout comment ça allait finir. On assiste vraiment à un combat, le combat qu'elle doit livrer malgré elle, pour accepter ou non la vie de cet enfant, mais aussi sa propre vie à elle. Elle se bat contre elle-même aussi. Exactement. En fait, Juliette, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle sort complètement cassée en fait, de cet accouchement non désiré. Juliette, elle est un peu toutes les femmes en fait. Elle pourrait être une sœur, elle pourrait être une fille, elle pourrait être la fille d'une amie, elle pourrait être une filleule. Et il faut qu'elle reprenne possession de ce corps qu'elle est finalement, parce qu'il est abîmé, il porte une cicatrice de césarienne. Et son combat, c'est pour césarienne, je précise, parce que dans le roman, ça on peut le dire, mais effectivement, elle n'arrive pas, pour le coup, c'est tellement difficile, elle n'arrive pas à accoucher normalement, et donc on passe à la césarienne. Exactement. Ouais. Pardon, je vous avais interrompu. Oui, alors du coup, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que Juliette, elle se hait et elle déteste ce nouveau corps qu'elle a, qui a changé, évidemment. Et en fait, on en oublie le caractère surhumain et extraordinaire de ce qu'elle vient d'accomplir. Ah oui, Juliette, oui. Elle a 17 ans. Elle est brillante à l'école, elle travaille énormément. Elle fait gagner son équipe de natation. Elle continue à avoir une vie très, très remplie et en même temps, elle a réussi à donner la vie et à porter la vie. C'est-à-dire qu'elle se cache dans sa chambre, humiliée de ce qui vient de se passer pour éviter le voisinage, pour éviter les gens du lycée, voilà. Alors qu'en fait, on devrait la porter au nu, parce que ce qu'elle vient de vivre est extraordinaire et elle est allée au-delà de la nature humaine. Oui, ça c'était même pour moi inattendu en tant que lecteur, mais vous lui rendez cet hommage, vous lui dites en fait c'est une guerrière, elle fait ce prodige surhumain, c'est ce que vous venez de dire. En quelques heures, devenir mère, c'est quand même assez incroyable. Même si elle va lutter pour l'accepter, ça c'est tout l'enjeu en quelque sorte de ce roman. Elle est dans une cellule familiale très unie, mais alors pour le coup, qui est confrontée à une épreuve qui est quand même pas anodine. Donc on a parlé de Raphaël le père, Agnès, il y a aussi la sœur Chloé. On sent quand même que l'évolution de la situation dépend beaucoup de la qualité de la structure familiale. J'ai voulu vraiment que mes personnages soient incarnés dans leur fragilité, dans leur force, dans leur grandeur et aussi leur petitesse. Mais j'ai voulu que ce soit vraiment une famille sans phare, une famille dans ce qu'il y a de plus naturel, une famille telle qu'elle est et qui s'accepte telle qu'elle est avec ses différences et avec ses changements d'humeur et ses sauts d'humeur. Alors sans révéler, on va veiller à ne pas révéler donc ce qui se passe. Hélène, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une certaine famille vont surmonter les épreuves et d'autres pas ? Alors j'ai pas la recette, Guillaume, si je l'avais ce serait super, mais je dirais qu'en fait, il y a des familles qui sortent du déni et qui regardent peut-être en face les choses et qu'il y en a d'autres qui restent peut-être dans le déni. Donc c'est peut-être sortir du déni pour justement s'en sortir. Avec courage alors. Avec courage. C'est vraiment en tout cas un livre qui fait aimer les relations familiales. Moi j'ai beaucoup pensé à mes enfants qui sont un peu plus grands. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé au couple. Je pense que tous les lecteurs peuvent s'identifier en fait beaucoup plus facilement. Il n'y a pas que ceux qui sont confrontés ou qui connaissent des cas de déni de grossesse. Ah oui, tout à fait. C'est avant tout un livre sur la famille en fait. Oui, tout à fait. Sur les relations. Non, c'est un très beau livre. Alors on retrouve de nombreuses scènes aussi à la maternité qui sont dures et émouvantes à la fois. Il y a notamment un personnage, il y a Aimée, qui porte bien son nom. C'est une soignante. C'est une sage-femme. C'est une sage-femme. Et qui joue un rôle important auprès de la mère, comme auprès de la fille, auprès d'Agnès comme de Juliette. On retrouve un petit peu ici, j'ai retrouvé un peu votre écriture avec Envolée, où il y avait quand même pas mal de scènes d'hôpital. En fait, l'hôpital, c'est un lieu de pauvreté extrême. En fait, on est nu sous sa blouse, là, et en fait,
dans cette mise à nu, il y a toujours les soignants en fait qui accueillent cette pauvreté, et j'aime toujours beaucoup leur rendre hommage. Et voilà, c'est vrai que l'hôpital est un lieu vraiment de vérité, où on est tel qu'on est. Oui, non, c'est bien aussi de rendre hommage autant qu'on peut à tous ceux qui se prennent soin des autres, et notamment dans les hôpitaux. On revient aux relations familiales. Hélène, si vous le voulez bien un petit peu, il y a un des nœuds très importants dans ce livre, c'est la relation entre la mère et la fille qui est pas bonne. Vous avez cette citation, il y a une très belle écriture dans votre livre, et là, par exemple, celle-ci, mère et fille étaient deux cœurs hémophiles qui se perdaient. Eh oui. On a parlé de la relation mère-fille, on a parlé de la relation avec le père. Il y a le père aussi, il y a une belle phrase que j'ai retenue, que j'ai lue. Il cachait bel et bien quelque chose sous sa barbe, une lèvre tremblante et un sourire embarrassé de chef de famille dépassé. Ouais. Les chefs de famille sont souvent dépassés. C'est ça, c'est toujours cette notion de pudeur et de... Oui, le chef de famille qui a l'impression de tenir... En fait, le pauvre homme, il est dans une maison où il n'y a que des femmes. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il est... Peut-être, il est déjà au départ du livre très absent. Il doit retrouver sa place. Oui, il n'était même pas sur place. Il doit revenir dardard en avion. Donc, c'est beaucoup pour un seul homme. Oui, en plus, parce qu'on n'a pas parlé de Chloé, mais c'est donc la jeune sœur, elle qui est plutôt exubérante. Complètement. Mais qui joue quand même un rôle positif dans le livre. Elle est toujours positive. Toujours positive. Et tant mieux. Donc, entre sœurs, là, elles peuvent s'aider. Il y a une autre scène importante près d'une balançoire. Et ça m'a fait penser à Envolée, bien sûr, qui était la couverture d'ailleurs d'Envolée. Peut-être que la balançoire est le symbole même de l'enfance. De cette notion de tout est possible avec d'insouciance en quelque sorte. Voilà, d'insouciance et de ces envolées justement vers le ciel. Et on a toujours aussi, au moment, vous savez, où on se balance, où on prend une grande vitesse, où le corps se décolle légèrement de la planchette et on se dit « ouh !» et on a l'impression de s'envoler. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment l'insouciance de l'enfance. Une belle trouvaille pour moi dans le roman, je ne connaissais pas. C'est une scène forte quand Agnès, la mère, elle propose un jeu en famille un peu spécial. C'est en fait un art japonais ancestral qui consiste à faire renaître un objet cassé. Ah oui, oui. Oui, alors ça s'appelle le kintsugi. Alors je suis désolée, je ne suis pas première langue en japonais, donc je dois le prononcer assez mal. Mais c'est l'art, en fait, de sublimer le cassé. J'aime assez parce qu'en fait, il y a un côté fortuit quand on casse une assiette ou un vase. On ne sait jamais si ça va être en 2 morceaux ou en 50 morceaux. Et c'est un peu comme la vie, en fait, qui nous mène, qui nous malmène, et on est rejeté sur la plage et on ne sait pas bien si on est encore vivant. Cet art répare et sublime la casse, et la cassure se transforme la faille, en fait, se transforme en fil d'or. Donc il y a un esthétisme très fort. Il y a le côté fortuit aussi, il faut s'abandonner à ce qui va arriver, et le côté... Finalement, tout est réparable. Tout est réparable. En tout cas, Agnès a cette astuce, en quelque sorte. Elle a cette intuition que tout est réparable. Tout est réparable. Alors, on en a parlé là déjà un petit peu, Hélène, pendant notre entretien. On voit beaucoup la difficulté de communication et de relation dans une famille. Vous posez cette question, pourquoi est-il difficile de se dire les choses simplement ? Il y a une autre citation, je vous cite, « Pourquoi fallait-il qu'ils se comprennent si mal que dans leur bouche, les mots aient toujours un sens différent ?» On parle des personnes de la même famille. Alors qu'ils partageaient leur quotidien, ils s'épuisaient à se chercher sans se rencontrer vraiment. Pourquoi c'est si difficile, en fait ? Parce qu'en fait, je crois que le mot en lui-même n'a pas la même saveur, n'a pas le même goût dans toutes les bouches. Donc, en fait, on essaie de se comprendre au mieux, mais il y a toujours ce décalage. Et puis après, l'enfant en construction peut se construire contre, et donc du coup, on ne se retrouve pas toujours. Et le risque est de vivre ensemble, en parallèle, sans jamais se rencontrer. C'est toujours en fait difficile d'exprimer son amour aux gens qu'on aime, à ceux qu'on aime le plus. C'est étrange. Alors je pense que exprimer, s'aimer n'est pas vraiment la question. Pour moi, c'est bien s'aimer ou mieux s'aimer. Oui. Parce qu'en fait, s'aimer sans s'abîmer, c'est le cœur aussi de ce livre. Ils s'aiment tous, au début du livre, c'est une famille qui s'aime, mais peut-être qu'ils s'aiment mal. Oui. Et vous avez une belle définition de l'amour fou, s'effacer pour laisser l'autre passer. Alors là, je le remets dans le contexte. Oui. Juliette, la famille a pris feu, donc en fait, Juliette a besoin, le temps de sa convalescence, que tout le monde s'oublie pour la faire exister.
Et après, évidemment, l'équilibre de la famille doit reprendre, parce que c'est vrai que dans la famille, il y a toujours celui qui a besoin d'exister toujours un peu plus, d'être peut-être plus entendu, et que voilà, l'équilibre familial doit être respecté par la suite. Mais quand la famille est en feu, voilà, on s'oublie un peu. Hélène, une question que j'aimerais vous poser. Ce flagrant déni, incontestablement, les femmes vont aimer lire ce livre ou aiment lire ce livre. Est-ce que vous avez des réactions d'hommes? Parce que je pense que ce n'est pas un sujet très facile pour les hommes. Alors les hommes sont surpris parce qu'en fait, si c'est difficile pour une femme de considérer qu'une autre femme est enceinte jusqu'à ses 9 mois, elles peuvent finir par l'incarner ou finalement par l'accepter. Et pour les hommes, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Donc il y a ce regard complètement... ça leur paraît complètement fou. Et après, lorsqu'ils lisent le livre, ils ont le sentiment d'avoir appris des choses, en fait. Et de mieux comprendre, finalement, le corps des femmes et de leurs filles. Donc, il y a un premier passage où il y a une raideur qui se fait. Et après, ils sont aussi fascinés parce qu'en fait, les hommes ont aussi envie de savoir et ont aussi envie de mieux comprendre. Bien sûr. Vous me parliez aussi de raideur chez les 25-35, mais on ne pourrait pas en parler plus parce que ça dévoile la fin. On ne va pas la dévoiler. Exactement. C'est important de ne pas révéler la fin du livre parce qu'en plus, il y a vraiment du suspense. Mais on sait qu'on est face à une alternative. Soit Juliette garde l'enfant, soit elle ne le garde pas. Et vous savez, puisque vous connaissez évidemment la fin, qu'il y a un public qui souhaite qu'elle le garde et il y a un autre public qui ne le souhaite pas. Comment vous l'expliquez ? Alors peut-être que c'est un peu dans l'air du temps, mais aujourd'hui les femmes veulent être pleinement conscientes justement de leur maternité et de leur fécondité. Elles veulent maîtriser leur corps, choisir d'être mère ou de ne pas être mère. Et c'est vrai que Juliette est face à ce dilemme de soit abandonner son enfant et qui sera donc confié à l'adoption. Elle a un peu plus de 2 mois pour faire son choix, ou le choisir de le garder. Donc, c'est sûr que... Et là, il y a des prises de position forcément qui sont radicales, dans un sens comme dans l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et auxquelles vous avez donc été confrontés depuis la publication du livre. Et oui, évidemment. On ne révèle pas la fin. Alors Hélène, là je sais que vous avez écrit un 3e livre qui va sortir à l'automne. À nouveau, le sujet de la famille est très important. Il sort en septembre, exactement. En septembre. Ouais. On fera peut-être encore un ZTO, parce que c'est encore un sujet qui n'a joie. pas été abordé. J'en serais très heureux. Certainement beaucoup d'auditeurs aussi. Vous êtes en train, en quelque sorte, de vous spécialiser dans une écriture où la famille est très importante ? Alors, évidemment, la famille est centrale. Par contre, je ne me spécialise pas. Non, je reste encore très ouverte. Il y a des sujets qui me passionnent, comme l'histoire de l'art ou même le monde Zigane. Mais évidemment, oui. Pourquoi ? C'est quelque chose cette notion de voyage, de ne pas s'enraciner dans un terroir. Vous avez pas mal voyagé dans votre vie. Hein. Il y a le Vietnam, il y a eu le Mexique. L'Algérie aussi. Donc ça vient peut-être de cela, mais les gens qui sont complètement dénués, qui vivent dans un dénuement total pour sillonner les routes me fascinent. Et puis les enfants qui grandissent aussi dans cette liberté, avec cette liberté. Voilà, ça m'intéresse aussi. Et alors ce livre qui sortira à l'automne, en septembre, on peut en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc il parlera d'adoption. Cette fois-ci, donc encore un sujet sur une maternité. Là, on parle d'une maternité hors corps. Donc, il sera aussi avec une forme de témoignage, puisque j'ai adopté 3 enfants, 2 au Vietnam et la petite dernière au Mexique. Et je me suis attachée à faire monter mon personnage de mère adoptive en parallèle avec la mère biologique qui abandonne son enfant. Donc, c'est 2 portraits de femmes qui évoluent avec, évidemment, ce qui les relie, l'enfant. Hélène Machelon, je tiens à vous remercier de tout cœur pour être venue témoigner de flagrant déni. Ça donne vraiment envie de se retourner vers ceux qu'on aime et d'essayer de les aimer mieux. Toutes nos familles, tous nos proches, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Merci. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui. C'est super. Merci infiniment, chère Hélène. À bientôt pour un prochain épisode avec vous, certainement. Avec joie. À bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode avec vous aussi, j'espère. Au revoir. Merci, Guillaume. Merci.